Ma femme a manqué mon anniversaire pour un dîner d'affaires. Je lui ai envoyé un texto, « Salut l'homme de la suite 1408. Il y a des chambres où l'on entre en pensant avoir le contrôle. » Elle est rentrée en catastrophe. Le mascara avait coulé partout. Elle portait toujours sa robe. C'était la partie facile. Ce qui a suivi? Elle ne l'a jamais vu venir. Je m'appelle Elliot Harrington. J'ai 47 ans. Je possède une entreprise de plomberie et de CVC, chauffage, ventilation et climatisation, commerciale à Columbus, en Ohio. 31 employés, 2 camionnettes de service, plus de tuyaux sous cette ville que la plupart des gens ne l'imagineront jamais. J'ai bâti cette entreprise à partir d'une seule camionnette et d'une ceinture à outils quand j'avais 26 ans. J'ai épousé Naomi quand nous étions assez jeunes pour croire que l'amour était un plan, pas seulement un sentiment. Nous avons eu 2 enfants, Tyler, 20 ans maintenant, qui termine sa 2e année à Ohio State, et Avery, 19 ans, qui étudie le graphisme à Denver. De bons enfants, des enfants vifs d'esprit. Je pense qu'ils ne tiennent ça ni de l'un ni de l'autre. Peut-être de quelque part entre nous deux. Pendant 21 ans, j'ai cru que nous avions ce que la plupart des hommes de mon âge envient secrètement dans les mariages des autres. Pas parfait. Rien n'est parfait, mais solide, réel. Le genre de choses dont on cesse de se soucier parce que c'est tout simplement là. De la même manière qu'on arrête de vérifier les fondations d'une maison après y avoir vécu assez longtemps. J'ai arrêté de vérifier trop tôt. Mon anniversaire tombe le 3e jeudi d'avril. J'avais fait la réservation au Brickstone Grill 3 semaines à l'avance. Une table dans le coin. Celle près de la fenêtre que Naomi a toujours prétendu être la meilleure place de tous les restaurants où elle était allée. J'avais même appelé à l'avance pour leur demander de garder une bouteille du Barolo qu'elle aimait. Celui que nous avions bu pour notre 15e anniversaire et qui, selon elle, avait le goût d'un mardi qui se transformait en quelque chose de mémorable. Je m'en souvenais. Je me souvenais toujours. Je suis arrivé à 19h15, en avance comme toujours. L'hôtesse m'a installé, m'a versé de l'eau, m'a tendu le vin. Je me suis assis et j'ai regardé la porte. 19h30 est passé. Puis 19h45. J'ai commandé du pain dont je ne voulais pas. J'ai vérifié mon téléphone 2 fois. Je me suis dit qu'elle était coincée dans les embouteillages sur la 315. À 20h, le texto est arrivé. Urgence client de dernière minute. Je suis tellement désolé. Oh, ne m'attends pas. Je t'aime. Même pas un « joyeux anniversaire ». Pas un mot. Je suis resté assis avec ça un moment. Juste assis là. Le pain intact, le Barolo à moitié bu, une bougie brûlant entre 2 couverts qui ne seraient jamais utilisés tous les 2. J'ai payé le vin, laissé un pourboire probablement trop généreux pour une table que j'avais à peine occupée, et je suis sorti dans une nuit d'avril qui n'avait aucune raison d'être aussi froide. Mon téléphone a vibré avant que j'atteigne ma voiture. Une notification de débit de notre carte de voyage commune, celle que nous gardions pour les hôtels et les vols parce qu'elle rapportait le triple de miles. Le débit indiquait, Pinnacle Suite, centre-ville de Columbus. Suite 1408. Hervé. Richard Vaughan. Un nom que je connaissais. Naomi avait travaillé avec lui sur un gros compte d'entreprise 8 mois plus tôt. Un type suave, la fin de la cinquantaine, les cheveux argentés, le genre d'homme qui portait une montre qui coûtait plus cher que ma première camionnette de service et s'assurait que vous le remarquiez. Il m'avait serré la main lors d'un événement de sa firme une fois et avait dit « Votre femme est l'esprit le plus vif de la pièce ». À l'époque, je l'avais pris comme un compliment. Suite 1408. Quelque chose dans ce numéro me dérangeait. Comme une porte que l'on sait qu'il ne faut pas ouvrir, mais vers laquelle on tend la main quand même. Le genre de chambre qui ressemble à tout ce que vous voulez jusqu'à ce que les murs se referment et qu'il n'y ait plus de retour en arrière possible. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai conduit jusqu'au centre-ville, me suis garé de l'autre côté de la rue du Pinacle, j'ai coupé le moteur et j'ai attendu. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. J'étais complètement, étrangement immobile. De la même manière qu'un chantier devient silencieux juste avant que quelque chose de structurel ne cède. 11 minutes plus tard, la porte tournante a pivoté et elle était là. La robe, bordeaux profond, sans manches, celle que je lui avais achetée spécifiquement pour ce soir, toujours sur elle. Ses cheveux, qui étaient attachés quand elle avait quitté la maison ce matin-là, étaient maintenant lâchés, délibérément lâchés,
de la manière dont les femmes les arrangent quand elles veulent paraître accidentellement belles. Elle riait de quelque chose qu'il avait dit, et sa main était sur son avant-bras comme si elle y avait sa place. J'ai levé mon téléphone. Une photo, assez nette pour compter. Puis j'ai ouvert notre conversation par texto et j'ai tapé 6 mots, « Salut l'homme de la suite 1408 ». J'ai appuyé sur envoyer, j'ai regardé l'écran pendant exactement 3 secondes. Puis j'ai mis la voiture en marche arrière et je suis rentré chez moi sans regarder en arrière. Je n'étais pas en colère. Pas encore. J'étais quelque chose de plus froid que la colère. Une sorte de clarté qui s'installe en vous lorsque la dernière pièce d'un puzzle s'emboîte et que l'image est exactement aussi mauvaise que vous le craignez. J'avais bâti une entreprise en lisant les problèmes structurels avant qu'ils ne deviennent des désastres. Il s'avérait que j'étais meilleur pour lire les tuyaux que les gens. Mais j'apprenais vite. Elle est rentrée en 14 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge du micro-ondes quand j'ai entendu ses pneus crisser dans l'allée. 23h43, j'avais envoyé ce texto à 23h29. Pour une femme qui avait une urgence client, elle s'était dépêchée. J'étais assis dans le fauteuil du salon quand la porte d'entrée s'est ouverte. Aucune lumière allumée, sauf la lampe près de la bibliothèque. La télévision était éteinte. J'avais un verre d'eau à la main et rien sur mon visage qu'elle puisse lire. Naomi se tenait dans l'embrasure de la porte, portant toujours la robe bordeaux. Une lanière de talon s'était détachée, pendant à sa cheville comme une pensée tardive. Son mascara avait coulé en 2 fines lignes sous ses yeux, et ses cheveux, qui avaient été soigneusement arrangés quand elle était partie, étaient maintenant lâchés d'une manière qui semblait moins stylée que précipitée. Elle serrait son téléphone à 2 mains, comme on s'accroche à quelque chose pour empêcher son histoire de s'effondrer. « Oh » dit-elle. Sa voix sortit, fluette et aiguë. Je pris une gorgée d'eau, ne répondis pas. Elle entra, ferma la porte derrière elle. Je peux expliquer. Je n'ai rien demandé, dis-je. Cela l'arrêta net. Elle s'était préparée au cri. Je pouvais le voir dans ses épaules. Cette légère inclinaison vers l'avant, comme une femme qui avait déjà répété sa défense contre la version de moi à laquelle elle s'attendait. La version qui devenait bruyante quand il était blessé. Elle n'était pas préparée à la version qui était passée au-delà des cris pour atteindre quelque chose de plus silencieux et de considérablement plus permanent. Ce n'était pas ce que tu crois, tenta de nouveau Naomi, s'approchant du canapé. Richard et moi étions justes. Naomi, dis-je, prononçant son nom une seule fois, d'un ton neutre et plat. Je t'ai vu sortir de cet ascenseur. J'ai vu la robe. Je connais le numéro de la suite. J'ai le relevé de la carte de crédit. Je fis une pause. Nous savons tous les deux ce que c'était. Elle s'assit lourdement sur le bord du canapé. Le téléphone toujours entre ses mains. Le calme fin qu'elle avait maintenu commençait à se fissurer. Tu m'espionnais ? Je dînais seul pour mon anniversaire, dis-je. Puis, je ne l'étais plus. Le coup porta. Sa mâchoire se crispa, puis se détendit alors que quelque chose qui aurait pu être de la honte traversa son visage, mais ne resta pas longtemps. Chez Naomi, la honte restait rarement longtemps. J'ai fait une erreur, dit-elle doucement. Une terrible erreur. Mais tu ne peux pas juste. Nous sommes ensemble depuis 21 ans, Elliot. Tu ne peux pas jeter tout ça pour une seule nuit. Je la regardai un moment. Vraiment regarder. Elle était toujours belle, de la manière dont certaines choses sont belles même après que vous sachiez exactement ce qu'elles coûtent. Tu n'as pas dit joyeux anniversaire, dis-je. Pas une seule fois aujourd'hui. Pas un texto. Pas un message vocal. Pas même en entrant à l'instant. Je me levai lentement. 21 ans et tu n'as pas trouvé 8 mots. Sa bouche s'ouvrit. Se referma. Je descendis le couloir et m'arrêtai à la porte de la chambre d'amis, l'ouvrant. La lumière était déjà allumée. Je l'avais allumée avant qu'elle ne rentre. J'avais laissé une bouteille d'eau sur la table de chevet. C'est là que tu dormiras jusqu'à ce que tu trouves un autre endroit, dis-je. Naomi me suivit dans le couloir, ses talons cliquant de manière instable sur le parquet. Tu es dramatique. Parlons-en, s'il te plaît. Essayons. Tu portais cette robe pour lui, dis-je en me retournant pour lui faire face. J'ai acheté cette robe il y a 3 semaines. Je l'ai choisie parce que tu m'as dit un jour que le bordeaux était la couleur qui te faisait te sentir toi-même. Je gardai ma voix égale.
Tu l'as gardé pour lui. Le jour de mon anniversaire. La couleur quitta son visage. Je ne crie pas, continuai-je. Parce que crier signifierait que je crois encore qu'il y a quelque chose ici qui vaille la peine de se battre. Et j'ai cessé de le croire il y a environ 45 minutes, sur un parking en face du Pinacle Suite. Ensuite, elle essaya les larmes. Elles vinrent vite et semblaient sincères, le genre qui avait fonctionné sur moi pendant 2 décennies. Ses épaules se courbèrent et sa voix se brisa sur mon nom, comme si c'était quelque chose de précieux qu'elle venait de laisser tomber. Je regardais tout cela sans bouger. « Oh, s'il te plaît, murmura-t-elle. Je ferai n'importe quoi. Une thérapie, tout ce que tu veux. Ne fais pas ça ce soir. Pas comme ça. Il y a des serviettes propres dans la chambre d'amis, dis-je. Bonne nuit, Naomi. » J'entrai dans la chambre principale et fermai la porte. Pas de claquement, juste un clic doux et décisif. Le genre de son qu'une porte bien construite fait quand elle se ferme correctement. Je m'assis sur le bord du lit dans le noir pendant un long moment. Sans pleurer, sans trembler, pensant simplement à ces 21 ans, à ce qu'ils avaient vraiment représenté, et à ce que j'allais faire à ce sujet. En commençant dès la première heure le lendemain matin. Dehors, j'entendis ses pas s'arrêter dans le couloir pendant près d'1 minute entière. Puis la porte de la chambre d'amis s'ouvrit et se referma. La maison s'installa dans le silence. Je mis mon réveil à 6 heures. J'étais à la banque à 9 heures. Pas notre banque, la mienne. Celle où je gardais un compte professionnel séparé depuis le jour où j'ai constitué Harrington CVC il y a 20 ans. Les comptes joints étaient à la First Midland, 3 rues plus à l'est. C'est là que je me dirigeais en second. Claire Mercier gérait nos comptes à la First Midland depuis près de 7 ans. Elle était vive, professionnelle et avait le don particulier de vous faire sentir que vos problèmes financiers étaient entièrement solubles sans pour autant vous promettre quoi que ce soit. Elle était déjà à son bureau quand je suis entré, et ce qu'elle a lu sur mon visage lui a dit que ce n'était pas une visite de routine. « Elliot, dit-elle en se levant pour me serrer la main. Que puis-je faire pour vous ? Je dois retirer un utilisateur autorisé de la carte jointe, dis-je en m'installant dans le fauteuil en face d'elle. Et je dois séparer le compte d'épargne commun, transférer ma moitié sur un nouveau compte individuel, à mon nom uniquement. Claire se rassit lentement et croisa les mains sur le bureau. Bien sûr. J'aurai besoin d'une pièce d'identité avec photo et des numéros de compte. Elle marqua une brève pause. Y a-t-il autre chose que je devrais signaler pendant que nous effectuons ces changements ? Sortez l'historique des transactions de la carte de voyage pour les 18 derniers mois, dis-je. Je veux voir tout ce qu'elle a réservé. Il fallut 12 minutes à Claire pour imprimer les relevés et les étaler. Je les ai passés en revue ligne par ligne. Des hôtels dans 3 villes, des frais de restaurant qui ne correspondaient à aucun voyage que nous avions fait ensemble. 2 visites au spa en février, alors que Naomi m'avait dit qu'elle était à une conférence à Cincinnati. Les chiffres racontaient une histoire plus ancienne et plus vaste qu'un dîner d'anniversaire au Pinacle Suite. J'ai remercié Claire, signé ce qu'il fallait signer, et je suis sorti avec une nouvelle carte de débit et une image très claire de depuis combien de temps j'étais le dernier à savoir. Mon prochain arrêt fut le bureau de Frank Doyle sur High Street. Frank avait 58 ans, bâti comme un homme qui avait joué linebacker à l'université et n'avait jamais vraiment arrêté. Et il avait le genre d'esprit juridique qui mettait visiblement mal à l'aise les avocats adverses. Je l'avais utilisé 2 fois pour des contrats d'affaires. Il m'avait dit un jour, autour d'un bourbon lors d'un événement de sa firme, que la chose la plus chère qu'un homme puisse faire était de divorcer sans préparation. J'avais ri à l'époque. Je ne riais plus maintenant. Son assistante me fit entrer sans rendez-vous. J'avais envoyé un texto à l'avance. Frank était déjà debout quand j'ai franchi la porte, la main tendue. « Raconte-moi, dit-il. » Je lui ai tout raconté. L'alerte de la carte de crédit, l'hôtel, la robe, le texto. Puis j'ai ouvert le dossier que j'avais apporté et je l'ai fait glisser sur son bureau. Relevé de compte, titre de propriété, le contrat de mariage que Naomi avait signé 11 ans plus tôt lors d'un dîner qu'elle avait qualifié d'inutile mais, d'accord. Elle l'avait traité comme une formalité. Je l'avais traité comme une assurance. Frank a tout lu sans un mot. Quand il est arrivé au contrat de mariage, il l'a posé à plat et m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration professionnelle. La clause d'infidélité est solide, dit-il. Attestée, notariée, déposée correctement. Son avocat la contestera,
mais ils perdront. Il tapota les pages de propriété. L'entreprise de CVC, entièrement prénuptiale, fondée 2 ans avant notre rencontre, confirmais-je. La Maison du Lac, détenue dans un trust foncier créé après le décès de mon père. Clause 4C du trust révocable conditionnel. Infidélité par l'une ou l'autre des parties. Les droits d'occupation et de bénéficiaire reviennent immédiatement aux constituants. Je me penchai en avant. C'est moi. Franck resta silencieux un moment. Puis il posa son stylo et me regarda directement. Elliot, vous avez construit un mur juridique plus solide autour de ce mariage que la plupart des hommes ne le font autour de leurs entreprises. Je construis des choses pour vivre, dis-je. Je sais ce qui arrive quand on néglige les éléments porteurs. Il hocha lentement la tête. Comment voulez-vous procéder? Discrètement, dis-je. Courrier recommandé pour le trust, avis de séparation des actifs sur tout ce qu'elle a touché. Pas de drame au tribunal, pas de cri. Je me rassois. Je voulais qu'elle sente le sol se dérober sous ses pieds, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé. Franck reprit son stylo. J'aurai l'avis du trust rédigé d'ici jeudi. Je suis rentré chez moi à travers les embouteillages de l'heure du déjeuner, en pensant aux 18 mois de relevés de cartes de crédit étalés sur le bureau de Claire. Les conférences qui n'étaient pas des conférences, les visites au spa de février, le nombre de fois où j'avais accepté une explication parce que c'était plus facile que l'alternative. Il y a une sorte de colère particulière qui ne s'annonce pas. Elle n'élève pas la voix, ne jette pas d'objet, n'exige pas un public. Elle s'installe simplement dans votre poitrine comme une pierre et y reste, froide et certaine. Et vous la portez avec vous pendant que vous faites des choses ordinaires, pendant que vous conduisez, mangez, parlez à des clients et signez des papiers. Et elle ne vous alourdit pas tant qu'elle ne vous stabilise. C'est ce que j'avais au moment où je suis retourné dans mon allée. La voiture de Naomi était partie. Elle était sortie pendant mon absence, ce qui m'arrangeait bien. Je suis rentré, j'ai mis des vêtements de travail et j'ai passé le reste de l'après-midi à faire ce que je faisais toujours quand j'avais besoin de penser clairement. J'ai conduit jusqu'à un chantier à Westerville où mon équipe installait de nouvelles lignes de CVC dans un immeuble de bureaux de 3 étages, et j'ai travaillé à leur côté pendant 3 heures sans dire un mot sur autre chose que le diamètre des tuyaux et les calculs de débit d'air. À 18 heures, le courrier recommandé avait été programmé. Les changements bancaires avaient été traités et Frank Doyle avait laissé un message vocal confirmant que l'avis du trust serait envoyé jeudi matin. Je me suis arrêté à l'épicerie sur le chemin du retour, j'ai pris un faux filet, une pomme de terre russet, une bouteille de Barolo, la même que j'avais ouverte seule au Brixton 2 soirs plus tôt. Je me suis préparé le dîner, j'ai mangé à la table de la cuisine, la télévision éteinte, la maison silencieuse. C'était le meilleur repas que j'avais eu depuis des mois. L'appel est arrivé un mercredi matin. J'étais entre 2 visites de chantier, garé devant un café à Dublin avec un grand café noir et un dossier de factures de sous-traitants que je devais examiner depuis une semaine. Mon téléphone a vibré sur le siège passager et l'écran affichait « Roy Caldwell ». Je l'ai regardé une seconde. Roy était le père de Naomi, 72 ans, 31 ans au service des pompiers de Columbus avant sa retraite. Le genre d'homme qui vous serrait la main comme s'il vérifiait votre intégrité structurelle. Nous nous étions toujours bien entendus. Il m'avait dit une fois, au début de mon mariage, que j'étais le premier homme que Naomi avait ramené à la maison qui le regardait dans les yeux quand il posait une question directe. J'avais pris cela comme un grand compliment. J'ai répondu à la 3e sonnerie. Elliot, dit-il. Sa voix était la même que toujours. Basse, posée, la voix d'un homme qui était entré dans des bâtiments en feu et avait appris à ne jamais rien précipiter. Roy, dis-je, comment vas-tu? J'ai connu de meilleures semaines, répondit-il. J'ai entendu parler de ton anniversaire. Elle m'a appelé il y a 2 jours en quête de sympathie. Une pause. Elle n'en a pas eu. J'ai attendu. Je veux que tu saches quelque chose, continua Roy. Et je te le dis en tant qu'homme, pas en tant que son père, bien que je sois son père. Et c'est plus difficile que je ne le laisse paraître. Une autre pause. Plus courte cette fois. Tu étais la meilleure chose qui lui soit arrivée. Elle a toujours couru après le prochain objet brillant. Même enfant. Tu as été la première chose à laquelle elle s'est accrochée qui valait vraiment la peine d'être tenue. Il s'arrêta. Je suis désolé. Elle ne l'a pas su avant de l'avoir déjà lâchée. Je suis resté assis sur ce parking,
mon café refroidissant, sans rien dire pendant un long moment. Il y avait quelque chose dans le fait de l'entendre de Roy, un homme qui avait passé 3 décennies à courir vers les catastrophes au lieu de les fuir, qui n'avait aucune raison de prendre mon parti, si ce n'est qu'il croyait que c'était le bon parti, qui m'a touché différemment de tout ce qui s'était passé au cours des 72 dernières heures. J'apprécie, Roy, dis-je finalement. Sincèrement. Je vais passer la semaine prochaine, dit-il. Lui parler moi-même. Pas pour arranger les choses. Je sais que c'est inutile. Mais elle a besoin d'entendre certaines choses de quelqu'un qui la connaît depuis plus longtemps que toi. Sa voix s'érailla légèrement sur les bords. Elle n'est pas devenue comme ça toute seule. Sa mère et moi avons fait des erreurs en l'élevant. On aurait probablement dû la laisser entendre non quelques fois de plus. Roy, tu n'as pas à. Je sais que je n'ai pas à le faire, coupa-t-il, sans méchanceté. C'est pour ça que je le fais. Nous avons parlé encore quelques minutes. Rien de lourd, juste la conversation ordinaire de 2 hommes qui se respectaient et qui géraient tous les 2 les retombées de quelque chose qu'ils n'avaient pas causé. Il m'a demandé des nouvelles de Tyler et Avery. Je lui ai dit qu'il ne savait pas encore, que j'attendais le bon moment, que je voulais que les faits soient établis avant d'impliquer les enfants. Malin, dit Roy. Donne-leur quelque chose de solide sur quoi s'appuyer, pas seulement des décombres. Après avoir raccroché, je suis resté assis un peu plus longtemps. Les factures sont restées non lues. Le café est resté froid. J'ai pensé à ce que Roy avait dit, la première chose à laquelle elle s'est accrochée qui valait vraiment la peine d'être tenue. Et j'ai senti le double poids étrange de ces mots. Le chagrin de savoir que cela avait été vrai, et la résolution tranquille qui vient quand on cesse d'essayer de sauver quelque chose que l'autre personne a déjà décidé de laisser partir. J'ai conduit jusqu'à ma prochaine visite de chantier, j'ai vérifié des soudures sur une unité de toit à Gahana, j'ai parlé à mon contremaître d'un problème de planning, j'ai approuvé une commande de matériaux. Des choses normales. La pierre dans ma poitrine était toujours là, froide et stable. Jeudi matin, comme prévu. L'avis du trust a été envoyé par courrier recommandé. Je n'ai pas dit à Naomi que ça arrivait. Je n'en avais pas besoin. Tyler m'a appelé un jeudi après-midi, 3 jours après que j'ai envoyé l'avis du trust. J'étais à mon bureau en train d'examiner une offre de matériaux quand son nom a illuminé mon téléphone. J'ai décroché à la 2e sonnerie, comme je le faisais toujours avec mes enfants. Une habitude que j'avais gardée depuis qu'ils étaient tous les 2 partis à l'université. Parce que les appels sans réponse de vos enfants ont une façon de vous vieillir en quelques minutes avant que vous ne rappeliez. Salut, papa. Sa voix était neutre, de cette manière particulière qui signifiait qu'il se préparait à dire quelque chose. Tyler était comme moi. Il n'allait pas droit au but, il tournait autour, s'assurait d'avoir les bons mots avant de s'engager. Salut, mon grand, dis-je. Qu'est-ce qui se passe? Une pause. J'ai vu quelque chose sur LinkedIn à propos d'un cabinet appelé Kellerman Associates. Il y avait un message. Une femme a publié un long texte sur un conflit de clients et une faute professionnelle. Il s'arrêta. Le nom de maman n'y était pas, mais je connais des gens dans son cabinet. Papa, ce n'était pas difficile de deviner. Je posai mon stylo. Tyler, est-ce que c'est vrai? Demanda-t-il. Pas encore en colère. Juste prudent. De la manière dont on est prudent quand on se tient sur de la glace et qu'on n'est pas sûr de son épaisseur. J'aurais pu adoucir les choses. J'aurais pu dire, c'est compliqué, ou, laisse-moi d'abord parler à ta mère, ou n'importe laquelle de ces choses que les parents disent quand ils essaient de gagner un temps qu'ils n'ont pas. Mais Tyler avait 20 ans, il m'avait posé une question directe, et j'avais passé toute son enfance à lui apprendre que les questions directes méritaient des réponses directes. Oui, dis-je. C'est vrai. Le silence à l'autre bout du fil dura environ 4 secondes. Puis il expira, longuement, lentement, le bruit de quelque chose qui se dégonfla après avoir été sous pression pendant un certain temps. Depuis combien de temps tu sais? 1 semaine, dis-je. Je m'occupais du côté juridique avant de te dire quoi que ce soit, à toi ou à ta sœur. Je ne voulais pas vous donner du bruit avant d'avoir quelque chose de solide. Avery ne sait pas? Pas encore, dis-je. J'allais l'appeler ce soir. Une autre pause. Tu veux que je rentre à la maison? Cette question, calme et immédiate, sans hésitation, a fait quelque chose dans ma poitrine à laquelle je ne m'attendais pas. Non, dis-je. Reste à l'école.
Maintiens tes notes où elles sont. C'est ce dont j'ai besoin de toi en ce moment. Papa. Il a dit ça de la même manière que son grand-père disait mon nom. Comme une phrase complète. Je vais bien, Tyler, lui ai-je dit. Je le pense. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes. Je lui ai donné les faits sans les commenter. Je l'ai laissé digérer à son propre rythme. J'ai répondu à ses questions et n'ai pas offert ce qu'il ne demandait pas. À la fin, il était plus stable. Pas bien. On ne va pas bien en 20 minutes, mais stable. Avec Avery, la conversation a été différente. Elle m'a appelé avant que je puisse l'appeler, ce qui m'a dit que Tyler avait contacté sa sœur dès que nous avions raccroché. Elle a commencé rapidement et sur la défensive, la voix tendue et claire, de la manière qui signifiait qu'elle avait pleuré avant de composer le numéro. « Dis-moi que ce n'est pas ce que Tyler a dit », a-t-elle commencé. « Avery, dis-le-moi, c'est tout. »« Je ne peux pas, dis-je doucement. »« Parce que c'est le cas. » Le son qu'elle a émis n'était pas tout à fait un sanglot. C'était plus court et plus sec, comme si quelque chose lui avait coupé le souffle. Puis est venue la partie que je redoutais. « Papa, elle a fait une erreur. » Les gens font des erreurs. Toi et maman, ça fait 21 ans. Tu ne peux pas juste. Avery. Je gardais ma voix égale. J'ai besoin que tu m'écoutes, pas que tu discutes avec moi. Peux-tu faire ça? Une pause. Ouais. Ce n'était pas une surprise qui nous est arrivée à tous les deux. C'était un choix que ta mère a fait plus d'une fois sur une certaine période. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai déjà entamé la procédure judiciaire. Cette décision est prise. Ce dont j'ai besoin de toi maintenant, c'est que tu te concentres sur ton semestre et que tu me laisses gérer cette partie. Un silence assez long pour que je pense que l'appel avait été coupé. Puis, est-ce que tu vas bien? Vraiment bien, pas juste pour le dire. Je suis fonctionnel, dis-je, ce qui était la réponse la plus honnête que je pouvais lui donner à ce moment-là. Elle est quand même rentrée ce week-end-là. Je n'ai pas discuté. Elle est arrivée le samedi après-midi avec un bagage à main, l'entêtement de sa mère et la franchise de son grand-père roi. Elle est passée directement devant Naomi, qui était descendue dès qu'elle avait entendu la porte, sans dire un mot, et m'a serré dans ses bras dans la cuisine pendant un long moment sans parler. Puis elle est allée dans le salon, s'est assise en face de Naomi et a dit « Je veux entendre ta version ». Je suis resté dans la cuisine, sans écouter aux portes, juste présent. La conversation a duré 40 minutes. Je ne sais pas tout ce qui a été dit, mais je sais comment elle s'est terminée, car j'ai entendu les pas d'Avery revenir dans le couloir, je l'ai entendu s'arrêter devant la porte du salon et je l'ai entendu dire, tranquillement et sans drame, « Je t'aime, maman. Mais je pense que tu sais ce que tu as fait. » Puis elle est venue dans la cuisine, a pris son sac et m'a regardé. « Je repars dimanche soir », a-t-elle dit. « J'ai un projet à rendre lundi. » Elle a fait une pause. « Tu vas t'en sortir. » Ce n'était pas une question. Elle l'a dit comme Roi disait les choses, comme une conclusion qu'elle avait déjà tirée et qu'elle classait simplement comme un fait. Je l'ai accompagnée à sa voiture le dimanche soir. Nous nous sommes tenus dans l'allée sous la dernière lumière d'avril et je lui ai dit que j'étais fier d'elle, ce que j'étais plus que je n'avais jamais su le dire correctement. Elle est partie sans regarder en arrière. Cette nuit-là, la maison était plus silencieuse qu'elle ne l'avait été depuis des années. Naomi est restée dans la chambre d'amis. Je suis resté dans la mienne et, quelque part entre 21h et minuit, j'ai entendu Naomi pleurer doucement à travers le mur. Pas pour jouer la comédie, pas pour chercher la sympathie, juste pleurer comme les gens pleurent quand il n'y a pas de public et aucun autre but que le fait de ne pas pouvoir s'en empêcher. Je suis resté allongé dans le noir, j'ai écouté et je n'ai rien ressenti d'autre qu'une sorte de pitié lointaine et fatiguée. Et puis je me suis endormi. Le message a été publié un lundi. Je l'ai découvert de la même manière que tout le monde, par un collègue qui me l'a transmis avec un message de 3 mots, « Tu devrais voir ça ». Sandra Vaughan n'avait pas de photo de profil. Le compte avait 11 jours, ce qui signifiait qu'elle l'avait créé spécifiquement à cette fin. Le message lui-même était long, 11 paragraphes, interlignes simples, le genre de choses que quelqu'un écrit et réécrit sur plusieurs jours jusqu'à ce que chaque mot soit précisément là où elle le veut. Elle n'a pas utilisé de nom. Elle n'en avait pas besoin. Quiconque dans le monde du conseil aux entreprises de Columbus qui lisait au-delà du 3e paragraphe savait exactement de qui et de quoi elle parlait.
Le message exposait une chronologie, une relation client devenue personnelle, une suite d'hôtels facturés sur un compte de dépenses d'entreprise, des communications internes de la firme qui montraient un schéma de traitement préférentiel et de compromis éthique. Il se terminait par une seule ligne, les personnes qui sont censées respecter les normes professionnelles devraient y être tenues. En 48 heures, il avait été partagé 400 fois. Je l'ai lu une fois, j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis retourné à l'examen d'une facture de sous-traitant. J'avais un chantier à Ghana qui nécessitait mon attention, et une équipe à Westerville qui attendait une approbation de matériaux. Le message n'était pas mon problème à gérer. Je ne l'avais pas écrit, pas encouragé, je ne savais même pas qu'il allait arriver. Naomi l'a appris à 7h30 ce même matin. Je le sais parce que je l'ai entendu au téléphone dans la chambre d'amis à 7h32, sa voix passant d'un ton soigneusement contrôlé à quelque chose de plus dur et de plus cassant dans les 30 premières secondes de la conversation qu'elle avait. Elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine à 8h. Toujours en peignoir, les cheveux défaits, le téléphone serré à son côté, elle ressemblait à une femme qui s'était réveillée pour découvrir que sa maison avait été réarrangée pendant son sommeil. « Tu étais au courant de ce message ?» a-t-elle demandé. Je me suis versé une deuxième tasse de café sans me retourner. « Bonjour, Elliot. As-tu quelque chose à voir avec ça ?» Je me suis retourné et je l'ai regardé fixement. « Non, dis-je. J'imagine que Sandra Vaughan y est pour beaucoup. » Elle a émis un son, pas tout à fait un mot, pas tout à fait quoi que ce soit, et a pressé ses doigts contre l'arête de son nez. Ça va me détruire professionnellement. Ce message est partagé par des gens avec qui je travaille depuis 15 ans. Mon patron m'a appelé avant 7h ce matin. Qu'a-t-il dit? Il a dit que les RH voulaient une réunion. Sa voix était devenue fine et tendue. Il a dit qu'on dirait que j'ai créé un passif pour la firme. J'ai hoché la tête une fois. C'est le cas. Le regard qu'elle m'a lancé était du genre qui, 6 mois plus tôt, m'aurait fait reculer, adoucir les angles, trouver quelque chose de plus diplomatique à dire. Au lieu de ça, j'ai pris ma tasse de café et j'ai attendu. J'ai besoin que tu leur dises que nous avions des problèmes, a-t-elle dit. Dis au RH que nous étions séparés, que ce n'était pas ce que ça avait l'air, que c'était une situation personnelle qui s'est compliquée. S'il te plaît, donne-moi juste une marge de manœuvre, quelque chose pour ralentir tout ça. J'ai posé la tasse sur le comptoir avec un clic silencieux. Tu veux que je mente à ton employeur pour que tu gardes ton travail. Je veux que tu m'aides, dit-elle, et sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot d'une manière qui semblait sincère. Je sais que je ne le mérite pas. Je le sais, mais je te le demande quand même. Je l'ai regardée pendant un long moment. Elle était toujours belle dans les décombres d'elle-même, et ce fait ne m'émouvait plus comme avant. Non, dis-je. Elle cligna des yeux. Je t'ai soutenu à travers 2 changements de poste, 3 négociations salariales et un renouvellement de licence qui a pris 8 mois, continuai-je, en gardant ma voix égale. J'ai relu tes présentations à 23h. J'ai déplacé nos vacances 2 fois pour que tu puisses conclure des contrats. Et quand j'ai eu besoin que tu sois là pour une seule soirée, mon anniversaire, tu étais à 6 km de là, dans la suite de quelqu'un d'autre. J'ai pris mes clés sur le comptoir. Ta carrière n'est pas sous ma responsabilité. Elle n'a pas répondu. Le combat l'avait quitté quelque part au milieu de tout ça, et ce qui restait était quelque chose de plus rare et de moins poli. Une femme en peignoir debout dans une cuisine qui devenait lentement celle de quelqu'un d'autre. Je suis passé devant elle et je suis sorti. Le jeudi, l'enquête des RH s'était étendue. Le vendredi après-midi, Naomi avait été mise en congé administratif sans solde en attente d'examen. Son patron, un homme prudent qui avait passé 20 ans à garder sa firme hors des gros titres, n'avait aucune envie de l'histoire que racontait le message de Sandra Vaughan. J'ai entendu Naomi au téléphone à nouveau ce soir-là. Un ton différent cette fois, plus calme, moins sec. Elle appelait un avocat. Bien. Je me suis dit qu'elle allait en avoir besoin. L'enveloppe recommandée est arrivée un jeudi matin. Je connais l'heure exacte parce que j'étais assis à la table de la cuisine avec ma deuxième tasse de café quand j'ai entendu la fente de la boîte aux lettres s'ouvrir. Et le son de l'enveloppe atterrissant sur le parquet était différent du léger flottement habituel des factures et des prospectus. Plus lourd, délibéré, le son de quelque chose d'officiel qui s'annonçait. Je n'ai pas bougé. Naomi dormait encore dans la chambre d'amis. Elle veillait tard ces derniers temps. Je l'entendais au téléphone bien après minuit,
la cadence étouffée des conversations de gestion de crise, le genre où chaque phrase est une négociation et aucune ne se termine proprement. Elle avait contacté un avocat 3 jours plus tôt. Bien. Elle allait en avoir besoin. Je l'ai entendu se réveiller à 8h40. La porte de la chambre d'amis, la salle de bain, le bruit de pieds en pantoufles sur le sol du couloir, puis une pause. Elle a dû voir l'enveloppe depuis le couloir, puis le bruit d'elle la ramassant. Je me suis resservi du café. Le silence qui a suivi a duré presque 2 minutes entières. Puis est venu le son que j'attendais sans vraiment le réaliser. Une brusque inspiration involontaire, comme quelqu'un qui descend d'un trottoir qu'il n'avait pas vu. Puis des pas, plus rapides maintenant, et Naomi est apparue dans l'embrasure de la cuisine, tenant l'enveloppe ouverte à 2 mains, la lettre à l'intérieur partiellement dépliée. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix avait perdu toute sa contenance habituelle. Des bords bruts là où le vernis se trouvait autrefois. C'est un avis formel du fiduciaire du Harrington Land Trust, dis-je. La clause 4C a été déclenchée. Les droits d'occupation et de bénéficiaire sur la maison du lac me reviennent. Avec effet immédiat. Tu as 10 jours pour retirer tous les effets personnels entreposés sur la propriété. Elle a fixé la lettre, puis moi, puis de nouveau la lettre, comme si la relire pouvait en changer les termes. La maison du lac, dit-elle lentement. Tu me prends la maison du lac. Je ne prends rien, dis-je, en gardant ma voix égale. Le document du trust contient une clause pour cette situation spécifique. Tu as signé un accord de règlement matrimonial qui reconnaissait les termes du trust. C'est cette clause qui s'active. Je ne l'ai pas écrite la semaine dernière. Je l'ai écrite il y a 11 ans. Elle a posé la lettre sur la table, pressant les 2 paumes à plat dessus comme si elle pouvait retenir les mots. Tu as construit un piège juridique et tu as attendu que je tombe dedans. J'ai construit une contingence, dis-je, de la même manière que je construis des contingences dans chaque contrat que je signe, parce que je comprends ce qui arrive aux structures qui ne tiennent pas compte des points de rupture. Je l'ai regardé fixement. Tu as qualifié ça d'excessivement prudent une fois. Tu as dit que seuls les hommes paranoïaques planifient l'échec d'un mariage. Sa mâchoire se crispa. Tu planifiais que je te trompe. Je planifiais la possibilité que l'un de nous puisse commettre une erreur catastrophique, dis-je. Il s'avère que la planification était nécessaire. Elle a ramassé la lettre et s'est détournée, se dirigeant vers la fenêtre. Ses épaules étaient rigides, sa respiration audible. Dehors, la matinée d'avril faisait ce que les matinées d'avril font en Ohio. Ciel gris, vent léger, le quartier vacant à ses occupations sans aucune conscience de ce qui se passait à l'intérieur de cette cuisine. Cet endroit est à moi aussi, dit-elle finalement. La colère avait quitté sa voix, et ce qui restait était plus calme et plus honnête. Pas une femme montant une défense, mais une femme arrivant au coût réel de quelque chose. J'y ai passé tous les étés pendant 15 ans. J'ai planté ces hortensias le long de la clôture sud. J'ai choisi chaque meuble de ce salon. C'est vrai, acquiesçai-je. Et j'ai payé les impôts fonciers chaque année. J'ai réparé le toit en 2019. J'ai refait la plomberie l'été d'avant parce que je sais ce que l'entretien différé fait à une structure. Je fis une pause. Tu as planté les hortensias. J'ai gardé les fondations solides. Nous savons tous les deux de laquelle de ces choses la maison avait réellement besoin. Elle se retourna. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle s'efforçait de ne pas verser. Et pendant un instant, juste un instant, j'ai vu la femme que j'avais épousée dans la fermeté de sa mâchoire et l'angle obstiné de son menton. Et cela m'a coûté quelque chose de silencieux et de privé que je n'avais pas l'intention de montrer. Tu ne vas pas céder d'un pouce, dit-elle, sans accuser, presque en se demandant. Non, dis-je. Je ne le ferai pas. Elle a quitté la cuisine sans un autre mot. 1 heure plus tard, je l'ai entendue au téléphone avec son avocat, la voix tendue et sèche, demandant comment contester des documents de trust. Son avocat a dû lui donner la réponse que Frank Doyle avait déjà anticipée, car la conversation s'est terminée rapidement et tranquillement. Cet après-midi-là, je suis allé seul à la maison du lac. C'était un trajet de 2 heures vers le nord-est, à travers les banlieues de Columbus qui cédaient la place à des terres agricoles plates, puis au gris vert particulier d'une région lacustre de l'Ohio au début du printemps. Je me suis garé sur une allée de gravier, j'ai déverrouillé la porte d'entrée et j'ai traversé chaque pièce lentement. Les meubles que Naomi avait choisis étaient toujours là. Les canapés en lin, la table à manger en bois de récupération,
le mur de photographies encadrées qui s'arrêtait juste avant d'être sentimental. Tout était solide et bien choisi. Je lui accordais ça. Je suis descendu jusqu'au quai et je suis resté au bout pendant un long moment. L'eau était de couleur acier et plate. Un héron se tenait immobile dans les bas-fonds à 20 mètres de là, patient et parfaitement immobile, attendant le bon moment. Je comprenais cette posture. Je suis rentré à Columbus alors que la lumière déclinait. Je me suis arrêté pour faire le plein. J'ai pris un sac de course, j'ai préparé le dîner. La voiture de Naomi était partie quand je suis rentré. Elle était allée chez sa sœur pour la nuit, ce qui nous arrangeait tous les deux. J'ai mangé seul dans une maison silencieuse. Et le silence ressemblait moins à une absence qu'à un espace pour respirer. Richard Vaughn est venu à ma porte un samedi matin. Je m'y attendais à moitié, de la même manière qu'on s'attend à certains types de temps. Non pas parce qu'on a vérifié les prévisions, mais parce qu'on a vécu assez longtemps pour savoir comment ces choses ont tendance à évoluer. C'était le type d'homme qui croyait que chaque problème cédait à une conversation directe, de préférence initiée par lui à un moment et un lieu de son choix. J'étais dans l'allée quand il est arrivé, en train de laver mon camion, les manches retroussées, la radio jouant doucement depuis la porte ouverte du garage. Je l'ai regardé garer son Audi sur le trottoir, ajuster sa veste en sortant, et remonter l'allée d'un pas mesuré d'homme se composant une contenance en marchant. Il était plus grand que dans mon souvenir, les cheveux argentés, bien habillé, le genre de bronzage qu'on obtient en voyageant vraiment plutôt que dans une cabine. Il s'est arrêté à 2 mètres de moi et a tendu la main. « Elliot, dit-il. J'aimerais qu'on parle d'homme à homme. » J'ai regardé la main un instant, puis j'ai reporté mon regard sur son visage. Je ne l'ai pas prise. Je me suis retourné vers le camion et j'ai passé l'éponge sur le capot. « Dites ce que vous êtes venu dire, lui ai-je dit. » Il a baissé la main sans perdre une seconde de son aplomb. Je lui accorde ça, il avait de la contenance. Je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire qui puisse arranger ça, a-t-il commencé. Je ne suis pas ici pour trouver des excuses. Ce qui s'est passé était mal, et j'assume ma part de responsabilité. J'ai continué à laver. J'aimerais offrir une forme de dédommagement, a-t-il poursuivi. Financier, si c'est. Je n'essaie pas de vous insulter. Je veux juste. Arrêtez, dis-je. Il s'est arrêté. Je me suis retourné, l'éponge à la main, et je l'ai regardé directement. Vous êtes venu ici parce que vous avez l'habitude que les problèmes aient un prix. Vous trouvez le chiffre, vous signez le chèque, vous passez à autre chose. J'ai gardé ma voix neutre et conversationnelle. De la même manière que je parlais à un sous-traitant qui avait commis une erreur que je n'allais pas accepter. Je n'ai pas de chiffre. Et si j'en avais un, vous ne pourriez pas le couvrir. Je me suis retourné vers le camion. Vous devriez partir. Il est resté là quelques secondes de plus. Je le sentais recalculer, chercher un autre angle. Il n'y en avait pas. Pour ce que ça vaut, dit-il doucement. Elle parlait de vous plus que vous ne le voudriez probablement. J'en suis sûr, dis-je. Ça ne change rien. Ses pas se sont éloignés dans l'allée. La portière de l'Audi s'est ouverte et fermée. Il s'est éloigné du trottoir proprement. Pas de drame, pas de délai. Quoi qu'il soit venu espérer emporter, il ne l'avait pas trouvé. J'ai fini de laver le camion. Le mardi suivant, j'ai appelé le concessionnaire où je louais 2 de nos véhicules. L'un était le mien, le F250 que j'utilisais pour les visites de chantier. L'autre était un SUV Lexus noir enregistré sous Harrington CVC LLC, que Naomi conduisait depuis 3 ans dans le cadre de ce qu'elle avait toujours appelé avec une vague confortable un « arrangement familial ». Ce n'était pas un arrangement familial. C'était un actif de l'entreprise loué sous un compte d'entreprise, l'assurance payée par l'entreprise, l'entretien programmé via mon compte de flotte. Son nom n'apparaissait nulle part sur la documentation. J'ai appelé le gestionnaire de flotte, j'ai organisé une restitution volontaire et j'ai fait enlever le véhicule à l'adresse de la sœur de Naomi, où il était garé depuis son déménagement. Pas de confrontation, pas de conversation. Un chauffeur dans une voiture de transport est arrivé, a récupéré les clés à la réception de l'immeuble, où j'avais pris des dispositions pour qu'elles soient laissées, et la Lexus avait disparu à 14 heures. J'ai transféré les économies équivalentes à la location pour la durée restante dans le fonds d'éducation de Tyler, $4100. Les choses bougeaient discrètement, comme je préfère les faire bouger. Naomi a appelé à 16h17.
J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Elle a rappelé à 16h31. J'ai écouté celui-là. Sa voix dans le message était quelque part entre la fureur et l'incrédulité. Le genre qui ne vient pas d'un choc véritable, mais de l'indignation spécifique de quelqu'un qui supposait qu'un arrangement était permanent et qui vient de découvrir qu'il avait toujours été conditionnel. Elle a utilisé le mot « injuste » 2 fois et l'expression « tu ne peux pas juste » 1 fois. Je pouvais, en fait, juste. J'ai effacé le message vocal, j'ai posé mon téléphone face contre mon bureau et je suis retourné à l'estimation des matériaux sur laquelle je travaillais. J'avais une grosse rénovation commerciale à venir à Dublin, un complexe de bureaux de 12 unités qui nécessitait un remplacement complet du CVC, et l'offre devait être remise le vendredi matin. J'ai travaillé jusqu'à 19h, je me suis fait un sandwich, j'ai fait le tour du pâté de maison alors que le soleil se couchait, les mains dans les poches, le quartier s'installant dans ses routines du soir tout autour de moi. Les tondeuses à gazon qui finissaient, les enfants appelés pour le dîner, les lumières des porches qui s'allumaient une par une, comme de petites déclarations de la vie ordinaire qui continuaient. J'ai pensé aux hortensias le long de la clôture sud de la maison du lac. Naomi les avait plantées l'été après la naissance de Tyler, dans les bonnes années où tout semblait encore se construire vers quelque chose. C'étaient de belles plantes. Je les arrosais chaque année. Je continuerai à les arroser. L'appel de Kellerman Associates est arrivé un mardi. Je l'ai appris de la même manière que j'apprenais la plupart des choses qui impliquaient la vie professionnelle de Naomi ces semaines-là, par l'absence d'informations plutôt que par leur présence. Elle avait cessé de mentionner complètement le travail, ce qui m'en disait plus que n'importe quelle mise à jour ne l'aurait fait. Quand une personne qui a passé 15 ans à faire de sa carrière la pièce maîtresse de chaque conversation au dîner devient soudainement silencieuse sur le sujet, le silence a une forme. Denny Carvey m'a raconté le reste. Denny et moi nous connaissions depuis le début de la trentaine. Nous nous sommes rencontrés par le biais d'une association professionnelle, sommes restés amis grâce à l'accumulation ordinaire d'histoires partagées qui transforment les connaissances en quelque chose de plus durable. Il dirigeait une entreprise d'électricité commerciale à Hilliard, connaissait la moitié du milieu des affaires de Columbus par leur prénom et avait le genre de radar social qui captait les ragots professionnels avant même qu'ils ne soient complètement formés. Il m'a appelé un mercredi après-midi et m'a demandé si j'avais le temps de parler. Je lui ai dit oui. Il est passé, s'est assis à ma table de cuisine et a dit ce qu'il avait à dire sans fioriture. J'ai vu Naomi avec Vaughn en octobre dernier, a-t-il dit. Au Capitol Club. Il dînait, et ce n'était pas un dîner d'affaires. Il m'a regardé fixement. Je me suis dit que je n'étais pas sûr. Je me suis dit que je pouvais mal interpréter. Une pause. Je me suis dit ça pendant 6 mois. Je l'ai regardé de l'autre côté de la table. 6 mois, Denny. Je sais. Il n'a pas détourné le regard. J'ai eu tort d'attendre. Je ne vais pas le nier. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre, j'ai regardé le jardin un moment. Le pommier que Naomi avait planté le printemps après notre emménagement commençait à bourgeonner. Petit, vert pâle, indifférent à tout. Nous sommes amis depuis 16 ans, dis-je. C'est vrai, acquiesça-t-il. Et tu as gardé ça pour toi pendant 6 mois. Je l'ai fait. Il n'a pas bronché. Je pensais protéger le mariage. En réalité, je me protégeais simplement d'une conversation difficile. Je me suis retourné. Il y avait une véritable responsabilité sur son visage. Pas de comédie, pas de calcul, juste un homme qui avait pris une mauvaise décision et qui était prêt à l'assumer complètement. Ça comptait. Ça n'effaçait pas 6 mois, mais ça comptait. J'ai besoin de temps, dis-je. Il a hoché la tête, s'est levé, a mis sa veste. Je serai là quand tu seras prêt. Il est parti sans demander pardon, ce qui était le bon instinct. Le pardon, s'il venait, viendrait à mon rythme. 3 jours plus tard, le cabinet de Naomi a rendu les choses officielles. Les RH avaient terminé leur examen. Les irrégularités des notes de frais, le conflit éthique avec le compte Vaughn, les retombées de LinkedIn. Ensemble, ils avaient monté un dossier que son associé directeur n'avait apparemment aucune envie de défendre. Son accès a été révoqué un vendredi matin. Son nom a disparu du site web du cabinet à midi. Elle est rentrée cet après-midi-là avec une petite boîte en carton, le genre de boîte qui contient exactement la vie professionnelle d'un bureau, et l'a posée sur le comptoir de la cuisine sans rien dire. J'étais en train de faire du café.
J'ai jeté un coup d'œil à la boîte, puis à elle. Elle avait l'air vidée. Pas la vulnérabilité feinte qu'elle utilisait dans nos conversations, mais un véritable épuisement jusqu'à l'os. Le visage d'une femme qui avait vu tout ce qu'elle avait construit professionnellement se dissoudre en l'espace de 3 semaines. Ils m'ont licencié, dit-elle. Je sais, dis-je. Elle a sorti une photo de la boîte. Nous deux à un événement d'entreprise des années plus tôt, moi dans une veste que j'avais donnée depuis longtemps. Elle avec le genre de sourire confiant qu'elle arborait quand tout se passait comme prévu. Elle l'a posée sur le comptoir, puis l'a reprise, puis l'a posée face contre table sans la regarder. Je ne m'attends pas à ce que tu aies pitié de moi, dit-elle. Tant mieux, répondis-je doucement. Parce que ce n'est pas le cas. Mais je ne me réjouis pas non plus. Il y a une différence. Elle hocha lentement la tête, prit la boîte et l'emporta dans la chambre d'amis. J'ai entendu la porte se fermer. Ce soir-là, j'ai appelé Tyler, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Il est resté silencieux un moment, puis a dit « Est-ce qu'elle va bien ?» ce qui était exactement la réponse que j'attendais de lui. Une préoccupation pratique, sans drame. Je lui ai dit qu'elle gérait. Il m'a dit qu'il prendrait de ses nouvelles. Je lui ai dit que c'était à lui de décider, pas à moi. Puis j'ai appelé Avery. Elle a été plus silencieuse à ce sujet, d'une certaine manière. Elle était silencieuse quand elle digérait quelque chose qu'elle n'avait pas entièrement résolu. Avant de raccrocher, elle a dit « Tu sais à quoi je n'arrête pas de penser, papa ? Tu avais fait cette réservation 3 semaines à l'avance. Tu avais appelé pour le vin. » Une pause. Tu essayais. C'est vrai, dis-je. Ça compte, dit-elle. Même s'il est trop tard pour que ça compte comme ça aurait dû. Je suis resté avec ça pendant longtemps après que nous ayons raccroché. 8 mois plus tard, le 3e jeudi d'avril, j'ai fait une réservation au Brixton Grill. Même table, dans le coin près de la fenêtre. J'ai appelé à l'avance pour le Barolo. Tyler est descendu de Columbus. Avery a pris l'avion de Denver. Elle avait réservé le vol 2 semaines plus tôt sans me le dire. Elle est arrivée à la maison le vendredi matin avec un sac de sport et la confiance tranquille d'une jeune femme qui a décidé que certaines choses valaient la peine d'être présentes. Nous sommes arrivés au restaurant à 19h15. L'hôtesse nous a conduits à la table du coin et Tyler a tiré la chaise en face de lui pour sa sœur avec la courtoisie automatique qui m'a dit, pas pour la première fois, que j'avais fait quelque chose de bien quelque part au milieu de tout le reste. Le Barolo est arrivé. 3 verres cette fois. Tyler a levé le sien. Au vieil homme, dit-il, qui avait apparemment son avocat en numérotation rapide avant même que nous sachions que nous en avions besoin. Avery a reniflé. T'es un vrai désastre, a-t-elle dit à son frère, ce qui était la chose la plus affectueuse qu'elle lui ait jamais dite. J'ai levé mon verre, je n'ai pas porté de toast, j'ai juste bu. Le tiramisu est arrivé à la fin du repas, une seule portion, non divisée. Le serveur l'a posé au centre de la table, et nous 3 l'avons démoli avec 3 cuillères et sans aucune cérémonie. Et c'était meilleur que tout ce que j'avais mangé seul à cette table 12 mois plus tôt. Le divorce avait été finalisé 7 semaines auparavant. Frank Doyle avait été efficace, minutieux et, heureusement, peu dramatique dans tout le processus. Le contrat de mariage avait tenu, exactement comme il était écrit. La maison du lac restait à moi. L'entreprise n'avait jamais été en question. Naomi avait conservé un modeste règlement en espèces et les meubles de la chambre d'amis, ce qui me semblait approprié. Elle les avait choisis. Elle pouvait les garder. Elle avait déménagé à Cincinnati 3 mois après son licenciement, là où vivait sa sœur et où, d'après ce que j'ai compris par Tyler, elle travaillait comme consultante indépendante. Des comptes plus petits, moins de prestige, une vie professionnelle reconstruite sur des fondations plus étroites. Je ne lui souhaitais aucun mal particulier. Je ne lui souhaitais non plus aucune aide particulière. Roy Caldwell m'a appelé le matin de mon anniversaire, juste pour dire qu'il pensait à moi. Nous avons parlé pendant 10 minutes de choses sans importance, son jardin, mon projet à Dublin, la composition de l'équipe de printemps des Buckeyes. Avant de raccrocher, il a dit, tu les as bien élevés, ces deux-là, Elliot. Quoi qu'il soit arrivé d'autre, cette partie-là, tu l'as réussi. J'ai pensé à ça au restaurant. En regardant Tyler expliquer quelque chose à Avery avec les gestes animés qu'il avait depuis ses 7 ans. En la regardant écouter avec l'attention concentrée qu'elle avait depuis ses 5 ans. Roy avait raison.
Cette partie-là, je l'avais réussi. L'addition est arrivée. Tyler l'a attrapé avant que je ne puisse le faire. C'est ma tournée, a-t-il dit. Ne discute pas. Je n'ai pas discuté. Nous sommes sortis dans une nuit d'avril qui était plus chaude que celle de l'année dernière d'une marge raisonnable, ce qui ressemblait moins à un symbole qu'à du simple beau temps. Et j'ai décidé que c'était bien. Tout n'avait pas besoin de signifier quelque chose. Certaines choses étaient simplement meilleures qu'elles ne l'avaient été. Je suis rentré chez moi avec les fenêtres baissées et la radio à bas volume. Et quand je suis arrivé dans l'allée et que j'ai coupé le moteur, je suis resté assis un moment dans le calme d'une soirée ordinaire. Le quartier s'installant. Les lumières allumées dans les fenêtres le long de la rue. Un chien aboyant quelque part 2 rues plus loin. 47 ans. L'entreprise solide. Les enfants, bien. La maison, à moi. C'était tout l'inventaire. Et c'était plus que suffisant pour reconstruire.